Ne tuera point, tout un programme. C'est le grand angle de ce samedi 12 juin. Tu ne tueras point aux éditions du Lombard. C'est l'adaptation de Faits divers narrée à la radio par Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, bonsoir. Bonjour. Dans votre émission, vous racontez des faits divers chaque jour au micro d'Europe 1. Dans votre émission, Ondelat raconte. Et puis il y a donc ce livre. Et je rajoute toujours et dans mes podcasts. Et dans vos podcasts. Ouais. Vous avez raison de le signaler en 2021. Ouais. Au texte pour ce livre, eh bien, il y a vous, Jean-Louis Trippe, dessinateur et scénariste, auteur notamment de la saga Magasin Général. Première chose, les faits divers, ça fascine beaucoup de monde. Est-ce que ce sont des histoires universelles ? Oui, alors ça, moi, je pense que c'est... En fait, c'est parce que c'est confrontant. Ça fait longtemps qu'on est fasciné par les faits divers, parce que, en fait, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que moi, je serais capable de faire une chose comme ça ? Moi, il me semble. Vous serez capable de tuer ? Et moi, je pense que non, j'espère que non, en fait. Je ne vous demande pas si vous l'avez déjà fait. Non, je m'en souviendrai, je pense. Est-ce que vous seriez capable de tuer, vous ? Je vous pose la même question. D'expérience, je crois qu'on ne peut pas répondre à la question. Bon, ce qu'on voit bien dans notre bouquin, il y a des histoires qui montrent qu'à chaque fois, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ça se passe un peu... C'est une irrationalité qui vient souvent par accident. Quand je dis irrationalité, c'est que la plupart des gens qui se tuent, c'est des maris qui tuent leurs femmes, des femmes qui tuent leurs maris, etc. Donc c'est interne à la vie du couple. Et quand je dis irrationalité, c'est tout d'un coup on oublie qu'il suffit de divorcer. On a par exemple une histoire là-dedans qui s'appelle l'histoire du meurtre d'Anne Caudal. Ouais. Bon, Anne Caudal, elle est tuée par son mari juste pour qu'il puisse aller avec sa maîtresse. Vous voyez comment c'est irrationnel à un moment. Le point commun entre une ouvrière, l'exubérant adjoint d'un maire FN, la 38e fortune de France, un SDF fan de Brassens, c'est que tous ont été assassinés. Tous se trouvent dans ce livre. Comment vous avez choisi les histoires ? Alors moi, je voulais pas... Christophe m'a dit, choisis, vas-y, fais ce que tu veux. Donc moi, je ne voulais pas d'histoire de psychopathe. Je voulais pas de serial killer, je voulais pas de tueur d'enfants, etc. Puisque ce qui m'intéressait, c'était le meurtre ordinaire, en quelque sorte. C'est-à-dire vraiment le pur fait divers où, c'est ce que vient de dire Christophe, quoi. Tout d'un coup, le mari tue sa femme, ou la femme tue le mari, d'ailleurs. Ou la femme, je souligne ça, qui essaie de tuer son mari avec une grenouille, nous oui, dirons, par exemple, pas plus. Plutôt que de divorcer. C'est sidérant, mais ça existe. Est-ce que vous avez une tendresse, quand même, pour ces meurtriers, pour ces assassins ? On la sent parfois dans le... Je ne dirais pas le mot tendresse, non. Je pense que c'est pas le bon mot. Je dirais, j'essaye de les comprendre. En fait, moi, j'ai pas de rapport affectif avec la matière. Mon rapport, il est dans une tentative de comprendre. Donc, il m'arrive de comprendre les mécanismes qui les amènent à tuer. Parce que le risque, avoir de la parfois, tendresse quand même pour eux. Dans ce journalisme sur les faits divers, le risque, c'est parfois peut-être de tomber dans un côté immoral ou voyeuriste. Comment vous faites pour ne pas tomber là-dedans ? Moi, je raconte des affaires criminelles, je dis jamais faits divers, je raconte des affaires criminelles du début, c'est-à-dire la disparition d'une personne ou la découverte d'un corps, jusqu'au procès, éventuellement le procès en appel, qui pose une vérité judiciaire. Et du coup, moi, j'ai pas de jugement moral. Et d'ailleurs, je me fiche que quelquefois le verdict n'aille pas dans le sens de ce que moi j'ai dans l'idée. Comme tout le monde, je me fais une petite idée, je dis « Oh, c'est lui », puis le mec qui dit « C'est pas moi ». À la fin, il est condamné. Ou il est acquitté. Quand il est acquitté, vous voyez par exemple dans l'affaire Delin, qui est racontée là-dedans, qui est donc un agriculteur qui tue sa femme, enfin qui la tue pas pour le coup. La vérité judiciaire, c'est que ça n'est pas lui qui l'a tué. Mais moi je me dis tiens, c'est probablement lui. Il a été sauvé par Dupond-Moretti. C'est le premier acquittement de Dupond-Moretti devant la cour d'assises. C'est l'affaire qui fonde Dupond-Moretti, qui arrive à expliquer un balisticien, un expert balisticien, que c'est un gros nul et qu'il a oublié de prendre des choses en compte, et notamment l'épaisseur de ce qui est traversé. Dupond-Moretti qui revient 2 fois, quand même, qui est le ministre de la Justice aujourd'hui en France, souvent, et qui revient 2 fois. Notamment dans les acquittements, effectivement. Mais moi, si vous voulez, j'ai une infinie tendresse pour lui, que rien ne m'enlèvera, même la politique, parce que nos parcours ont été parallèles. Moi, j'ai connu Dupond-Moretti en 1988 à Lille. C'était un jeune avocat, personne ne savait qui c'était. Et le jour où il est devenu ministre, c'était encore des histoires jusqu'à la veille que je racontais. Il était particulier ? Nos vies se sont construites en parallèle. Il était particulier, vous l'avez senti ? Oh,
Il n'y a pas plus humain au monde que Dupond-Moretti. Il a des capteurs sensoriels comme ça. Il sent l'humanité, il sent les jurés, il sent les accusés. Voilà, il a des capteurs humains, il est fascinant. Christophe Ondelat, à l'oral, vous êtes imbattable, vous êtes attelé au texte. Oui. Comment vous avez fait? En fait, Christophe m'a dit je connais rien à la BD, donc vas-y. Est-ce que vous connaissiez quelque chose aux affaires judiciaires, donc pas aux faits divers? Alors moi, j'étais un fan des émissions de Christophe, donc c'est pour ça que la connexion s'est faite, en fait. Donc j'écoute, je passe ma journée à écouter des podcasts, les dessinateurs font beaucoup ça, et entre autres, j'écoute des affaires criminelles plutôt dans l'après-midi, pas le matin, mais plutôt dans l'après-midi. Et donc, j'avais écouté toutes ces émissions, puis tous les faits entrer l'accusé, etc., etc., quoi. Donc ça me fascinait, mais j'avais jamais pensé que je pourrais faire c'est pas évident de faire une adaptation d'une émission de radio. Hein, c'est pas du tout en BD, je veux dire. C'est pas du tout le même principe narratif. On n'a pas de son, on n'a pas la voix, on n'a pas. Bon, Christophe imite les accents, etc., etc. Là, on n'a pas tout ça. Donc, il fallait trouver une manière de transposer ça dans un langage bande dessinée. Claire. C'est pas vrai parce que on a cette histoire où c'est des mecs des Pyrénées, ils ont un accent. Il suffit de rajouter des à la fin, de jouer. L'accent peut apparaître ça suggère une réédition dans la bulle. Oui, mais à l'écrit, ça peut être lourd éventuellement si c'est trop. C'est pas lourd, là. Tu vois. Mais peut-être ça suggère une réédition. Allez savoir. Il y a les vieilles affaires non résolues. Depuis le début de l'année, il y a un service en France. Ce sont les gendarmes qui s'occupent justement de rouvrir des dossiers grâce aux nouvelles technologies. Quels sont les plus grands mystères dans ces affaires-là que vous retenez? Faut jamais me demander des choses comme ça, moi. Parce que je veux que les choses soient bien claires. Moi, je suis un raconteur d'affaires criminelles, mais je ne suis pas un spécialiste du crime. C'est l'accumulation des histoires qui me donnent un avis sur 2 ou 3 points. Mais je ne saurais pas vous dire quelle affaire. L'affaire du petit Grégory, par exemple, qui dure depuis des années et des années. Grégory, oui. Si vous voulez, en but, on peut... C'est intéressant. Heureusement que ce service existe pour redonner à des affaires une chance à travers le prisme de la police scientifique qui a fait des bons considérables, puisque moi, dans des affaires que j'ai racontées, qui datent même du début des années 2000, donc c'est quand même pas... Mais parce que vous les racontiez à l'époque à la télé, le programme de France 2, Faites entrer l'accusé, célèbre ses 20 ans cette année. Vous en avez été le présentateur pendant 11 ans. Vous disiez que vous dites que les affaires, les répercussions de cette émission se faisaient sentir jusque dans les prisons où on vous regardait. Ah oui, ça oui. Est-ce qu'il y avait en quelque sorte une double peine, la peine judiciaire et puis la peine médiatique après votre émission? Et où était votre limite? Ça a été l'objet de beaucoup d'états d'âme tout au long de ma carrière. Et sans doute, si le contexte n'avait jamais bougé, ces états d'âme auraient-ils amené à arrêter la matière. Parce que c'est un vrai sujet que... Alors, quand c'est Guy Georges, quand c'est Émile Louis, l'histoire ne s'éteindra jamais, c'est pas de mon fait, c'est la célébrité de l'affaire. Mais des tas d'histoires disparaissaient du paysage avant que nous commencions à les raconter. Et donc, j'avais des états d'âme importants. Et d'ailleurs, vous avez renoncé à des histoires? Vous avez renoncé à des histoires? Non. Pour ces raisons-là? Non. On ne renonçait pas, et moi j'étais tous les ans sur le bord d'arrêter à cause de ce sujet qui me préoccupait. Et en parallèle, c'est pour ça que je dis que c'était une question de contexte, Internet a rayé pour l'éternité la notion de droit à l'oubli. C'est-à-dire que dans 100 ans, certaines histoires continueront d'être racontées en détail sur Internet, etc. Donc ça a levé le poids moral qui pesait sur moi. Est-ce qu'il y aura un tome 2 ? Si le tome 1 rencontre son public, oui, absolument. Je voudrais juste dire une chose à propos de la manière de raconter les histoires. Une des choses qui m'intéresse dans les récits de Christophe et que j'ai essayé de retranscrire, et notamment avec le dessinateur Cyril Donneau, qui a fait un travail formidable, il faut le dire, c'est de toujours tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont vivants et qui ont vécu ces histoires-là. Donc d'avoir beaucoup d'égards pour eux, pour les victimes, beaucoup d'empathie, et de ne pas traiter ça à la légère ou de façon ironique. Il n'y a pas de place pour moi, dans l'adaptation. Il faut faire vraiment attention aux gens qui sont encore... qui ont vécu ça, quoi.
Une question à vous deux pour terminer, pour conclure rapidement. Le meurtre parfait. Ben, visiblement, il y en a, puisqu'il y a plein d'histoires qui sont non résolues. Donc je suppose que le meurtre parfait doit arriver, mais on ne le connaît pas. Christophe Ondelat, le meurtre Alors, c'est parfait. certainement pas le crime de sang, pas au pistolet, pas au fusil, surtout pas au couteau, sachant que le fusil, le pistolet renvoie de la poudre sur le corps de celui qui a tiré. Donc on la trouve toujours. Au début, on la trouvait un peu, maintenant on la trouve systématiquement. Et puis, donc, voilà. Donc un peu de douceur dans le meurtre, quoi, si je vous comprends bien. L'étranglement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu ne tueras point avec aussi, vous le disiez, Cyril Bonnou en dessin, Christophe Ondelat, Jean-Louis Trippe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes.